tous, aujourd'hui je vous retrouve assise pour une fois. Donc vous voyez bien que c'est vraiment moi, la Justine du 25 mai et pas la Justine de février. Voilà. Aujourd'hui je voulais vous faire une nouvelle vidéo, donc pas une vidéo préenregistrée. Et cette fois ce sera une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Je sais que certains d'entre vous adorent les vidéos longues. Soyez heureux, aujourd'hui c'est le jour de la longue vidéo. Puisqu'aujourd'hui je veux vous faire le bilan lecture de la fin du mois de février et le bilan complet du mois de mars. Dans la même vidéo. Poum poum. Je vous conseille de prendre quelque chose à boire, éventuellement de prendre quelque chose à manger. Je n'ai rien à manger d'ailleurs. Et voilà, nous sommes partis pour un petit moment. Alors, on va commencer rapidement et tout de suite avec... Alors, j'ai certains livres papier. Le reste était en numérique. Et je vais utiliser Goodreads et mes chroniques. Parce que... comment vous dire. Le livre là dont je vais vous parler, je l'ai fini le 16 février. Autant vous dire que ça fait un moment. Autant vous dire que je ne suis pas sûre de me souvenir de tout. Donc je préfère avoir la chronique sous les yeux, comme ça je peux vous en parler avec un peu plus de... Voilà. Le premier livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est I'd Rather Be Reading a Library of Art for Book Lovers de Guenevere de la Mare. Alors je le dis à la française. Mais voilà. Où est-ce que je vais vous mettre les livres? De quel côté? De ce côté-là, ce sera mieux. Oui. Voilà. C'est un livre assez court. Il fait 96 pages. On va y arriver. Ça va le faire. Voilà, ça fait 2 minutes 30 que je tourne. J'ai déjà... Non, pardon. 5 minutes que je tourne. Et j'ai déjà bafouillé 3 fois. C'est parfait. Et je ne sais toujours pas cadrer après plusieurs années sur YouTube. C'est merveilleux. On va y arriver. Je sens qu'aujourd'hui ça va être long. Donc, force. I'd Rather Be Reading, qui est en fait un artbook pour les gens qui aiment lire. Alors c'est pas seulement un artbook puisqu'il y a 3 petits essais dedans. Ça fait très longtemps que je l'ai lu, donc je peux vous dire que c'était top. Je lui ai mis 5 étoiles sur Goodreads. C'était vraiment une bonne lecture. J'ai beaucoup aimé les illustrations, elles étaient de différents styles puisque c'est différents illustrateurs qui ont participé à ce artbook. Et il y a donc 3 essais et ensuite des conseils pour lire davantage. Alors bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir envie de lire davantage, hein. J'ai remarqué que sur YouTube c'était l'objectif, lire plus. Mais en fait non, c'est bien de lire plus. Mais ce qui est bien aussi c'est de lire bien et de lire peut-être des livres qui vous plaisent davantage. Parce que c'est bien de lire 200 livres, mais si ce sont tous des livres que vous n'avez pas appréciés, pas trop l'intérêt. Donc voilà, donc c'était très intéressant, ça m'a donné envie de lire, bien sûr. Alors j'ai pas... je crois que c'est... Non, en février j'avais beaucoup lu, par contre en mars, c'était un peu la grosse chute. Ça m'a donné envie de faire des vidéos, de parler de livres, de faire des listes, de lire, de... Voilà, c'était vraiment un très très bon livre. Et voilà, donc si ça vous intéresse, c'était vraiment très court, hein, 96 pages. Et c'était sympa. Voilà. Alors les essais... L'un des essais était de Anne Patchett, je crois que c'était mon préféré. Alors je crois qu'elle c'était... On lui demandait de donner ses 25 livres préférés, il me semble. C'était vraiment pas mal, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, en gros c'est un de ces petits bijoux pour les gens qui aiment les livres. À la fois de l'art livresque et en plus des mots, des listes, enfin voilà. C'était vraiment top. D'ailleurs, je pense que je vais m'acheter un exemplaire pour me faire une petite étagère, les livres sur les livres. Ambition un jour, ça serait cool. Le deuxième livre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Vincent qu'on assassine de Marianne Jaglé. Jaglé. Je ne sais pas. C'est une fiction, ce n'est pas une non-fiction. C'est un roman sur la fin de vie de Vincent Van Gogh. Et Marianne Jaglé suit les théories de 2 historiens. Alors en tout cas sont cités 2 historiens dans le synopsis. Stephen Knife et Gregory White Smith. Donc ces 2 historiens sont cités puisqu'ils pensent que Van Gogh ne s'est pas suicidé mais a été assassiné. Et donc c'est ce que l'autrice, enfin l'idée que l'autrice va suivre.
elle va nous raconter cette fin de vie, mais Vincent Van Gogh est assassiné dans ce roman. Ce n'est pas un spoiler, c'est ce qui s'est vraiment passé. Enfin, la version officielle, c'est que Vincent Van Gogh s'est suicidé. La version visiblement non officielle, c'est qu'il a été assassiné. Ce livre était merveilleux. Pour ceux qui ont regardé mes vlogs en début d'année, en février donc, j'ai lu un passage de ce livre pendant le vlog. C'était trop beau, c'était très bien écrit, c'était vivant, c'était super émouvant, c'était sans doute un des meilleurs livres que j'ai lu cette année. Que vous dire, j'ai vécu ce livre, j'ai eu envie de pleurer parfois. Vincent Van Gogh était vivant dans le livre, j'avais envie, je l'appelais Vincent à force. Hein. Et aussi, alors du coup, oui, il y a des personnages. Vincent nous touche beaucoup, il est très humain et il est très... Je ne sais pas comment... Alors c'est pas qu'il est mignon, c'est que... En fait il a un problème social, il a du mal à avoir des interactions avec d'autres êtres humains, on va dire. Et ceux qui se trouvent autour de lui ne font pas toujours l'effort de le comprendre, à part son frère peut-être. Et la fin était super émouvante aussi, mais je ne vais pas vous dire pourquoi. Et par contre, il y a des personnages que j'ai profondément détestés, comme Paul Gauguin. Profondément détestés. Vraiment. Non. Alors, le passage que je vous avais lu, si vous voulez, je peux vous le relire. Vous ne pourrez pas me répondre. Donc. Voilà, j'ai trouvé. Allez, je vous relis le passage. C'était très beau. Alors sachez que le passage que je vais vous lire là est très émouvant, enfin en tout cas moi j'ai trouvé très émouvant, tout le livre est comme ça. donc dès la page 95 j'étais quasi en train de pleurer tellement c'était beau. Je vais vous lire un petit peu plus haut que la dernière fois et je vais vous lire jusqu'à la fin du passage je pense. Donc à ce moment-là Vincent et Paul vivent ensemble. Voilà, c'est à savoir. Quand la porte d'entrée s'ouvre à nouveau, 2 heures plus tard, la lumière est toujours allumée dans la cuisine et Vincent toujours debout devant son chevalet. « Vous êtes encore à l'ouvrage » demande Paul en réprimant un bâillement. « Oui, j'ai peint votre fauteuil » répond-il, espérant que Paul entendra ce qu'il s'efforce de dire malgré tout. Qu'il lui manque, que Vincent regrette ce désaccord qui s'installe et s'approfondit entre eux. Il a représenté le fauteuil de bois rouge à l'assise de paille tressée où Paul aime à s'asseoir pour lire, où les livres en cours se trouvent toujours, avec une bougie allumée dans le bougeoir. Il a peint le fauteuil resté vacant, ce soir et les soirs d'avant, la place inoccupée désormais, et c'est son rêve d'amitié déçu qu'il a ainsi donné à voir. Paul jette un coup d'œil à la toile. Pourquoi Vincent s'entête-t-il à peindre des objets si modestes? À peindre d'après le réel, au lieu d'aller de l'avant, vers les contrées de l'idée, du symbole. Son travail manque d'envergure, il le lui a dit 1000 fois. Et ce n'est pas en peignant un fauteuil en bois qu'il va en acquérir. Mais maintenant, il est là des controverses. Il a assez manifesté de compréhension comme cela. Bonne nuit, répond-il, avant de prendre la direction de l'escalier, son bougeoir à la main. Voilà, donc j'ai eu envie très très souvent en lisant ce livre de balancer Paul par la fenêtre et de prendre Vincent dans mes bras parce que c'était terrible. En fait, on comprend que Vincent est un être qui n'est pas compris par ses semblables, du tout. Et la seule personne qui le comprend peut-être, c'est son frère, Théodore. J'avais noté que je ne savais pas grand chose de Vincent Van Gogh avant de lire ce livre et donc vous n'avez pas besoin de savoir grand chose sur lui avant de lire ce livre. Vous allez par contre passer beaucoup de temps sur votre téléphone ou sur votre ordinateur à chercher les tableaux parce que vous allez avoir envie de les voir. Quand par exemple on nous parle de ce tableau de la chaise, moi j'avais envie de le voir. Donc je suis allée le chercher. On vous parle aussi des tournesols, on vous parle de la nuit étoilée, on vous parle de la branche d'amandier en fleurs, on vous parle de tout un tas de choses. Et donc vous allez avoir envie de voir ce qu'a peint Vincent. Beaucoup moins ce qu'a peint Paul, étrangement. Beaucoup moins. Même si c'est une fiction, donc on s'attache beaucoup à Vincent, on a vraiment l'impression de le comprendre. Parce qu'on se l'imagine comme ça du coup, forcément. C'était très triste de le voir comme ça, puisque c'est un être qui souffre de sa solitude, même de son isolement, qui aimerait trouver un espèce de compagnonnage avec d'autres êtres humains, mais qui n'est pas assez, peut-être conventionnel, pas assez compris, et pas assez normal entre guillemets, enfin il respecte pas en tout cas certaines normes, il ne les respecte pas assez pour être apprécié par ses camarades, et donc forcément j'ai trouvé ça d'une tristesse
son nom. J'ai trouvé Paul très très arrogant, jaloux en fait, et carrément méchant à certains moments, donc voilà. Je n'avais jamais entendu parler de l'hypothèse que Vincent Van Gogh ne s'était pas suicidé. Donc j'étais surprise en fait. En fait, la première fois que j'ai vu le résumé de ce livre, déjà j'ai vu Auvers-sur-Oise, je me suis dit oh ok c'est pas loin. Et je me suis dit ah bon, il y a vraiment des gens qui pensent qu'il ne s'est pas suicidé. Tiens, ça m'intrigue. Et donc bien sûr je me suis dit je vais lire ce roman pour en apprendre plus. Et voilà, c'était merveilleux. Donc vous êtes à la fois émerveillé par Vincent et vous êtes terriblement triste de voir comment la société et les gens autour de lui le traitent. Voilà. Donc Vincent Van Gogh est un personnage vraiment incompris, pas du tout à l'aise dans la société avec les gens. Un personnage qui est ici montré comme profondément bon et profondément haï par la majorité des gens qui se trouvent autour de lui. Il y a certains autres personnages dans le livre qui l'apprécient ou qui au moins disent oui, mais bon, en gros c'est un pauvre fou. C'est-à-dire que sa peinture ne se vend pas, mais il continue quand même à peindre. Et bon, on n'aime pas trop ce qu'il fait, mais on le soutient un petit peu quand même. On l'aide un peu. Mais ces personnes qui l'aident ou qui le soutiennent sont franchement minoritaires par rapport aux autres. C'était aussi assez triste de voir que Vincent ressent beaucoup de honte et de culpabilité, puisque comme il ne vend pas de toile, il n'est pas indépendant financièrement. Il dépend de son frère. Et c'était, j'allais dire pénible, mais en quelque sorte oui, pénible de lire ces moments où soit il est rabaissé, soit il se rabaisse tout seul. J'allais dire quelque chose, mais je vais pas vous le dire, mais à la fin surtout. Mais pourquoi donc voilà. La fin m'a beaucoup énervée. Mais vous comprendrez pourquoi. Et ce livre est un merveilleux coup de cœur qui m'a fait pleurer ou qui m'a au moins mis les larmes aux yeux de nombreuses fois. Et je ne peux que vous le recommander, que vous aimiez Vincent Van Gogh ou pas. C'était merveilleux. Et cette écriture. Voilà. Donc un énorme coup de cœur. Parfait. Un livre parfait. C'est rare, donc à noter. Vincent qu'on assassine était un livre parfait. Sans doute un des meilleurs de l'année de toute façon. Enfin, ce livre m'a fait penser à un extrait de Doctor Who où on voit Vincent Van Gogh donc, qui est emmené par le docteur et par son compagnon ou sa compagne dans un endroit. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus, mais la première fois que j'ai vu cet extrait, je l'ai revu depuis, hein, après la lecture de Vincent qu'on assassine. La première fois que j'ai vu cet extrait, j'ai pleuré comme un bébé, tellement c'était émouvant. Voilà. Donc, il me semble que c'est dans la saison 5, 6. C'est pas dans la saison où je suis actuellement, en même temps je suis à la saison 2, donc je pense que on est large. Mais oui, donc c'était dans une des saisons postérieures et c'était le top. Alors, le livre suivant, lui, n'était pas au top. Du tout. C'est même une très grosse déception. Et comme ça fait longtemps que je l'ai lu, je vais peut-être pouvoir prendre un peu plus de recul et vous en parler. Mieux vous en parler. Donc après avoir adoré Vincent qu'on assassine, j'ai commencé un livre que j'ai galéré à lire. Alors j'ai mis 4 jours à le lire, mais j'ai quand même galéré vraiment. C'était terrible. Ce livre, c'est Diamant de Vincent Tassi. Alors, j'ai reçu ce livre en service presse de la maison d'édition Nemos, que je remercie encore. Donc il y avait toute une campagne de promotion pour ce livre, qui est donc le nouveau roman de Vincent Tassi, qui a écrit entre autres Apostasie, que j'ai beaucoup aimé. C'était à la limite du coup de cœur, juste il y avait une scène qui était dérangeante, donc voilà, mais c'était à la limite du coup de cœur. Et quand j'ai vu que Diamant sortait, je me suis dit, oh, trop bien, un nouveau roman de Vincent Tassi, ça va être aussi bien écrit, ça va être aussi beau, aussi prenant, aussi poétique. Et non, en fait non. En fait non. Donc, je vais essayer d'être claire. Je ne sais même pas comment vous résumer Diamant. Je pense que le meilleur résumé, c'est de vous lire l'arrière. Ça ne vous spoilera pas, je vous le dis, puisque c'est très vague. Et vous verrez que c'est l'un des bémols de ce livre en fait. Le résumé dit: d'un hiver sans fin naît l'espoir d'un printemps radieux.
l'or ailé de la cité immortelle est descendu des cieux. Seigneur ou roturier, lequel deviendra son suivant? Serviteur, conseiller, dévoué ou confident, dans le labyrinthe d'étranges, il devra le guider. Du royaume de ronces aux brumes emplies de dangers. De l'hiver au printemps, de l'obscurité à la lumière, percerez-vous les secrets de l'or ailé venu sur terre. Intriguant, vous en conviendrez, et assez poétique dès le début. Je ne vous dirai pas grand chose de plus de l'histoire parce que je pense que c'est important de la découvrir par vous-même tout seul. Mais sachez que dans mon carnet de lecture, j'ai mis un point positif, certains passages poétiques, parce qu'effectivement, certains passages de ce livre sont très poétiques. À des moments, j'ai retrouvé la magnifique plume de Vincent Tassi, et je me suis dit, oh mon Dieu, comme c'est beau! Oui, là, on touche à une espèce de perle littéraire, c'était beau. Et en fait, plus j'avançais, et moins j'appréciais. De toute façon, dès le début, je me suis dit, oula, qu'est-ce, où suis-je, que fais-je? Je n'étais d'abord pas du tout dans le livre, dans le roman. Je ne suis jamais entrée, j'ai l'impression d'être restée sur le seuil. Si on imagine le livre comme une demeure dans laquelle on visite des pièces pour arriver au jardin qui est la fin du roman, je ne suis jamais entrée dans le bâtiment. Je ne suis donc jamais entrée dans ce roman. Tristesse déjà. J'ai trouvé que c'était très très éthéré, très... comment dire? Je ne sais même pas comment le décrire avec un autre mot qu'éthéré. C'était tout en arabesque, tout en fluide, et je sais pas, ça m'a beaucoup gênée. J'avais l'impression qu'on survolait tout et qu'on n'entrait jamais. J'ai juste pas réussi. Alors je vais relire ma chronique pour voir si je peux vous en dire un peu plus, mais voilà, déjà très très éthéré. Et alors l'écriture parfois, rien à voir avec, je trouve, l'écriture d'Apostasie, que j'avais trouvé si belle, si poétique, délicieuse à lire en fait, avec des mots qui parfois ne sont pas du tout utilisés dans notre langue courante. Là, non. Là, parfois, une phrase par-ci par-là, un paragraphe par-ci par-là qui vraiment était lumineux, mais sinon... Alors du coup, dans ma chronique, j'avais noté des tics d'écriture. J'ai trouvé qu'on retrouvait beaucoup les mêmes expressions ou les mêmes structures de phrases. Alors on pourrait dire oui, mais du coup, c'est une forme de parallélisme, tout ça. Oui, mais non, là, ça fait pas du tout parallélisme, ça fait juste répétition tout le temps. Et c'était, pour moi, en tout cas, un tic d'écriture et pas du tout une dynamique d'écriture, en fait, pas un schéma d'écriture, mais plutôt des répétitions qui étaient un peu gênantes pour moi. Je n'ai pas du tout été attirée donc par le style de l'auteur dans ce texte, mais on peut se dire, bon d'accord, l'écriture c'était pas ça, l'intrigue. Donc je vais pas beaucoup vous en dire, vu que le synopsis est là pour garder l'histoire la plus vague possible, je vais essayer de faire la même chose. C'est censé nous intriguer sans rien nous dire, je vais tenter de faire la même chose. On est dans un royaume dans lequel apparaît l'or ailé. Un être dont on ne sait rien. Et voilà. En gros, c'est ça qui va se passer. Au début du roman, apparaît l'or ailé. Et le roman commence comme ça. Alors du coup, cet être un peu étrange va déclencher tout un tas d'événements. Et... comment vous dire? Il y a des éléments que j'ai bien aimés, mais dont je peux pas vous parler, sinon je vous spoil l'intégralité du roman. Il y a des éléments que j'ai bien aimés, mais je ne me suis attachée à aucun personnage. Je pense au point où j'en suis là, j'ai détesté l'un des personnages principaux, que j'ai trouvé imbuvable, arrogant, et parfois juste évaporé. Certains personnages sont juste évaporés en fait. Je vous parlais du fait que c'était éthéré. En fait j'ai l'impression que c'était... oui, très évaporé, très... je sais pas comment le dire autrement, mais... parfois j'avais l'impression que certains personnages ne nous disaient pas les choses parce que nous ne pouvions pas les comprendre. Vous voyez, ce genre de choses. Ça m'a... non. J'ai mis... oui, alors par exemple, pour vous parler du côté évaporé de certains personnages, leur silence, leur lenteur, le fait qu'ils soient très stoïques, très détachés.
Je sais pas, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas du tout pour moi. On a aussi deux sœurs qui vont apparaître. Savannah et Daphnéa, que j'ai apprécié, mais juste pour leur relation entre elles, pas pour leur personnalité individuelle. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Sans doute Savannah était mon personnage préféré. Daphnéa, beaucoup moins. Mais je ne peux pas vous dire tout ça puisque c'est du spoiler, donc je me tais. Oui, un élément que j'ai apprécié aussi, la magie. Quand elle apparaît, je l'ai trouvée intéressante. Elle est assez poétique en quelque sorte, parfois spectaculaire, assez différente pour les différents personnages, mais je ne peux pas vous en dire plus, donc je me tais. Mais sachez qu'il y a de la magie. Voilà, donc en gros, je vous ai parlé de ce livre sans vous en parler. J'aimerais vous en dire plus, mais si je vous en dis plus, je vous spoil et je pense que vous n'en avez pas envie. Surtout si vous avez envie de lire ce livre. Bon, si vous n'en avez pas envie, voilà. Voilà, donc sachez que j'ai eu énormément de mal avec ce livre. Il y a aussi des scènes où je lisais et je me disais, mais... Du coup, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé que ça long. Je n'ai pas... Non, j'ai juste pas accroché en fait. Je sais pas comment vous le dire. Et j'étais tellement déçue en lisant ce livre parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Apostasie et que j'espérais adorer ce livre. Voilà. Je pense que ce qui m'a vraiment gênée, c'est son espèce d'étrangeté et l'évaporation de certains personnages. Non. Donc si ça vous plaît, franchement, tentez. Si vous avez aimé Apostasie, tentez aussi. Peut-être que c'est juste moi et que voilà. Il y avait des réflexions vraiment intéressantes dont je ne peux pas vous parler parce que du coup, si vous voulez vraiment rien savoir de ce livre, ce que je pourrais comprendre vu le résumé, je ne peux rien vous dire. Mais j'ai aimé une espèce de réflexion qui va se faire plus tard sur l'histoire et sur la mémoire. Mais sinon, le reste, enfin, l'intrigue en elle-même, les personnages, l'écriture, en fait, rien n'a fonctionné pour moi. Donc, je suis vraiment triste parce que j'attendais ce roman avec impatience. Voilà. Donc si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'espère que vous avez davantage apprécié que moi. La lumière baisse petit à petit. Je ne sais pas. Oui, c'est bon, vous me voyez toujours. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé. Et nous pourrons avoir une discussion sur certains points dont je ne peux pas parler parce que ce sont des spoilers. Mais voilà. Si vous avez envie d'en savoir plus, et que parce que vous avez lu le livre ou parce que vous n'avez pas envie de le lire, vous pouvez aller voir ma chronique qui se trouve sur le blog. J'ai détaillé en spoiler les points importants, entre guillemets, les points qui m'avaient le plus intéressant, on va dire. Ou au contraire qui m'avaient pas plu. C'était aussi sans doute pas le temps pour moi de lire de la fantasy, puisque je n'avais absolument pas envie de lire de la fantasy quand j'ai commencé Diamant. Mais comme c'était un service de presse, je me suis dit, il faut le lire, parce que tu ne peux pas laisser ce livre attendre des mois et des mois. Donc voilà. En fait, j'avais très envie à ce moment-là de lire de la fiction historique. Donc bien sûr, je suis retournée vers la fiction historique et j'ai lu Dictator de Robert Harris, le 3e tome de la trilogie Cicéron. Ce 3e tome était-il à la hauteur des 2 premiers? Vous allez le découvrir maintenant. Alors, le premier tome s'appelle Imperium, le 2e s'appelle Conspirata et donc le 3e Dictator. Je vous ferai peut-être une vidéo si vous voulez sur cette trilogie, du coup, dans son entièreté, en vous reprenant donc premier, 2e, 3e et en vous faisant une conclusion globale sur la trilogie, si vous avez envie. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur ce 3e tome. Alors, je ne vais pas vous dire grand-chose de l'intrigue, parce que même si c'est de la fiction historique et que c'est centré sur des faits réels, je ne veux pas vous spoiler pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Cicéron, ce serait bien dommage. Mais sachez que dans le premier tome, on suivait son ascension, on va dire. Dans le 2e tome, c'était plus l'apogée de son pouvoir. Et dans Dictator, on va suivre en fait la fin de la vie de Cicéron. Donc on va assister à la mort de Cicéron. Autant vous le dire. Alors, déjà j'étais vraiment triste de lire ce livre. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce que c'était la fin de cette trilogie et que au fil des tomes, en fait, je me suis beaucoup attachée à Cicéron. Ce que je pensais impossible puisque j'ai étudié Cicéron en latin et que j'en avais marre de traduire Cicéron et que j'en avais marre d'étudier Cicéron. Et en fait, cette trilogie m'a permis de beaucoup l'apprécier. Sans doute parce que chaque roman est narré par l'esclave de Cicéron, Tyron, qui je trouve humanise énormément Cicéron, le rend vivant sur la page et en fait un homme, pas simplement une figure historique très très éloignée de nous. Donc elle en fait un homme vivant.
Comme pour les tomes précédents, j'ai été très émue par certains passages. Je pense que j'ai, comme je vous l'ai dit, aussi été émue par le fait que c'est Tyron qui raconte l'histoire de Cicéron après sa mort du coup. Donc il se rappelle les moments qu'il a vécu avec son maître. Et voilà, c'était pas toujours très gai et toujours très, très évident à lire. Donc voilà, émue par ce qui arrive à Cicéron, émue par Tyron lui-même et parce que souvent il fait des réflexions sur sa vie passée, sur ses souvenirs, ses bons souvenirs et ses moins bons souvenirs. Il regrette certaines choses, il regrette d'avoir fait des choses, de ne pas avoir fait d'autres choses. Donc voilà, en fait c'est aussi une réflexion en quelque sorte sur la vieillesse et les regrets qu'on a en fin de vie. Donc voilà, c'était quand même dur. Bon, j'ai toujours autant aimé les personnages, hein, si on arrive au tome 3 et qu'on n'aime toujours pas les personnages, voilà. Donc j'étais toujours aussi attachée aux personnages. À nouveau, on est immergé dans la vie de Cicéron, puisqu'on est, je le rappelle une dernière fois, on est dans la tête en fait de son esclave Tyron. Et donc, c'est comme si on marchait à côté de Cicéron, qu'on parlait avec Cicéron, qu'on était dans les rues de Rome avec Cicéron et dans d'autres villes, dans sa famille, dans sa maison, avec ses proches, avec ses ennemis. Ça nous permet de voir la vie romaine en vrai, entre guillemets, de comprendre comment fonctionne le pouvoir romain, la corruption, tout ça. J'ai donc adoré le côté politique de ce livre. Ce livre m'a aussi donné envie de lire absolument tout ce qu'a écrit Cicéron, ce qui va être compliqué je pense. J'ai surtout envie de lire ses essais. C'est vers la fin de sa vie que Cicéron commence à écrire des livres comme, je vais vous les trouver parce que je ne me souviens plus du titre. C'est à ce moment-là de sa vie qu'il écrit des livres comme il doit en être entre honnêtes hommes, de la divination, de la république, de la vieillesse, l'amitié, le bonheur, ce genre de choses. Donc ce roman donnait déjà envie de lire Cicéron, le vrai Cicéron. On retrouve ses réflexions philosophiques dans le roman du coup. Et à un moment donné, on ne peut pas s'empêcher d'admirer Cicéron. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, on ne peut pas s'empêcher de l'admirer d'une manière ou d'une autre. Rien que pour sa force de caractère et ce qu'il fait, que ce soit dans ce tome ou dans les tomes précédents. Il faut en avoir quand même pour faire ce que fait Cicéron. Donc c'était pas forcément quelqu'un de très vertueux tout le temps. Il pleut, il faut que j'aille fermer ma fenêtre. Oups, je vais t'assommer. On va éviter quand même. Cicéron, notre cher ami. Et la fameuse blague, Cicéron, c'est pas carré. Cette blague. Combien de fois l'ai-je entendue? Trop. Oui, donc on est immergé dans la vie politique romaine. En fait, cette période que j'adore, l'Antiquité en général, l'Antiquité romaine en particulier, elle devient vivante dans ce livre, ce que j'adore évidemment. Il faudrait que je lise d'autres non-fiction ou romans qui se passent dans la Rome antique ou dans l'Antiquité en général. Il y a parfois des petits clins d'œil du genre, ah, imaginez si dans 3000 ans, on vous lisait encore, cher maître. Oui, imaginez. Donc voilà, ça m'a fait rire. Et en fait, ce livre, c'était tout ce que j'aime. Des personnages vivants sur la page, une époque historique que j'adore, de la politique, pas mal de complots, d'intrigues, de complexité. Les personnages ne voient pas toujours vers quoi ils se dirigent. Nous, lecteurs, ceux qui connaissent l'histoire de Cicéron le savent, ils se disent mauvaise idée. En plus de tout ça, bien sûr, on a de l'histoire. Donc Dictator, c'est un titre dans la République romaine. C'est normalement un titre qu'un homme politique va recevoir pendant 1 an. Il a les pleins pouvoirs. Je ne vais peut-être pas vous dire pourquoi ce roman s'appelle Dictator, parce que je ne sais pas si vous le savez. Sachez qu'on voit plusieurs figures politiques dans ce dernier roman. Pompée, César, Marc-Antoine. On va voir Caton et Auguste également. Cicéron bien sûr, et d'autres personnages politiques proches de lui. Je ne suis pas sûre que tout soit correct dans ce roman, parce que je ne suis pas une experte. Mais c'était très très prenant, et ça rappelle le fait que César n'a jamais été empereur, puisque César se trouve dans ce roman. Il n'a jamais été empereur, il n'a jamais été déclaré empereur, il n'a jamais été roi, même si certains travaux, certaines œuvres lui accordent le titre, ce n'est pas le cas. Jamais. Imperator veut dire général en latin, pas empereur.
Beaucoup de personnages meurent dans ce livre. Donc le lecteur assiste à la mort de certains personnages. Et parfois c'est juste... oh, merveilleux. Il y a notamment un meurtre qui, je trouve, est très violent dans ce tome. À chaque fois que je le vois, de toute façon, dans différents médias, je suis choquée par ce meurtre. Donc voilà, là c'était assez violent. Donc voilà, si vous êtes sensible à ce genre de choses, sachez que vous ne serez pas épargné par ce roman. Oui, je rappelle aussi dans ma chronique Goodreads que les femmes à l'époque ne sont pas des citoyens romains, donc des citoyennes romaines. Elles n'ont pas le droit de vote, elles se taisent et elles obéissent à leur mari, puisqu'elles leur appartiennent. Joie bonheur. Pour autant, il y a quand même des femmes très intéressantes dans ce roman. Ça, c'était bien. Et alors j'ai aussi mis toute une section spoiler, je ne peux pas vous en parler. C'est sur le personnage d'Auguste, qui s'appelle Octave au début du roman du coup. Je ne peux pas vous en parler malheureusement. Et donc voilà, j'ai trouvé que ce troisième tome était une très bonne fin. J'ai beaucoup aimé et je trouve ça incroyable d'être toujours émue par la vie de personnages qui ont vécu il y a des milliers d'années. Et surtout des personnages qu'on voit autant, par exemple en latin, en histoire, et qui, quand on les voit, ne nous touchent pas forcément tellement on les étudie. Donc voilà, ce roman a permis à Cicéron pour moi d'être un vrai être vivant, de ne pas juste être cette figure littéraire qu'on étudie sans cesse. Et ça c'était top, du coup. Je vous recommande cette trilogie au complet. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller lire ma chronique sur Goodreads. Elle est en anglais. Mais voilà. Ah, dernière chose que j'ai aimé dans ce dernier tome, en fait, en plus de rendre hommage à Cicéron et de ressembler beaucoup à une biographie de Cicéron, en fait, j'aime beaucoup que ça rende hommage aussi à Tyron, en fait, son esclave, qui, on apprend en fait dans le premier tome qu'il a écrit une biographie de Cicéron, qu'elle a été perdue. Et donc en fait c'est l'auteur, Robert Harris, qui réécrit cette biographie avec les mots de Tyron, en prêtant ces mots à Tyron on va dire. Et donc je trouve en fait que c'est un bel hommage à cet homme, celui qui a toujours été oublié, l'esclave. Donc voilà. Et d'ailleurs sur l'esclavage il y a une partie, enfin oui on va dire qu'il y a une partie sur l'esclavage dans toute cette série. Je vais pas vous en dire beaucoup mais c'est aussi pour ça que j'aime ce roman. Voilà, je ne vais pas vous en parler pendant 100 ans, mais je pense que c'est peut-être pas une de mes séries préférées. En tout cas, c'est une de mes séries historiques préférées. Et je pense que je lirai d'autres romans de Robert Harris, puisque j'ai passé un excellent moment avec ces romans. Notamment avec ce dernier tome, du coup, que j'ai lu très rapidement, malgré sa grosseur. Ensuite, j'ai lu un livre pour le PLIB 2021. Ça fait longtemps que je vous ai parlé du PLIB, j'ai presque honte. Vous aurez plusieurs romans du PLIB dans cette vidéo. Alors, ce roman du PLIB que j'ai lu, c'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. C'est donc, je pense que vous l'aurez deviné, Vampiria, voilà, des vampires à Versailles. Alors, pour résumer avec un peu plus de détails. Donc, Vampiria, c'est un roman, alors je sais plus dans quoi je l'ai mis, je crois que je l'ai mis dans Fantasy Uchronie, oui. Donc c'est une uchronie, c'est-à-dire qu'on réécrit l'histoire, on change un élément de l'histoire. Le roi soleil s'est changé en vampire, et donc il est toujours vivant, 300 ans après sa transformation, sa supposée mort. Et donc il règne toujours. Il a transformé d'autres personnes en vampires, et donc il a sa cour des ténèbres, qui réside toujours à Versailles. Alors moi bien sûr qui adore l'ancien régime, la cour, Versailles, je me suis dit oh mon dieu avec des vampires ça va être génial. Effectivement c'était très bien, mais il y a quelques éléments qui m'ont assez déplu. Alors on va commencer par ce qui m'a plu. La période historique donc, Versailles, l'ancien régime, je dis oui, évidemment, donnez-moi. Avec des vampires, je dis encore plus, donnez-moi encore plus. Ce livre était en plus très prenant, c'est-à-dire que au début j'étais un petit peu mais en fait malgré les défauts de ce roman, je l'ai lu très vite et j'avais envie de connaître la fin, malgré les défauts, vers lesquels je reviendrai après. Donc très prenant. Il y a des personnages que j'ai beaucoup appréciés, notamment Poppy et Naoko, pour des raisons différentes. Poppy est une Anglaise que j'ai trouvée assez touchante en fin de compte,
Et Naoko est une jeune japonaise qui a une particularité. Et j'ai juste adoré ce personnage. C'est sans doute mon personnage préféré, Naoko d'ailleurs. Alors il y a un autre personnage dont je ne peux pas vous parler parce que c'est un spoiler, mais je l'ai aussi beaucoup aimé. Et j'ai aussi beaucoup aimé la fin, du coup. Alors si j'ai beaucoup aimé la fin, j'allais vous spoiler. Je ne peux pas vous dire pourquoi j'ai aimé la fin, mais je sais que je lirai le tome 2, rien que parce que cette fin était vachement intrigante en fait. J'ai envie de savoir ce qui va se passer ensuite. Voilà. On va passer au côté négatif. Donc ce livre était très prenant et en fin de compte je l'ai beaucoup aimé. Mais il y a des éléments que je n'ai pas du tout appréciés. Et alors là, déjà, l'élément que j'ai le moins apprécié, c'est le personnage principal, la narratrice, Jeanne. J'ai détesté Jeanne. Je l'ai détestée de tout mon cœur. Elle m'a agacée à un point, c'est incroyable. Elle fait des choses, mais j'avais envie de la secouer. Elle est en fait insupportable et odieuse à certains moments. Non. Je n'ai juste pas du tout apprécié Jeanne. Pas du tout. Et puis le ton qu'elle emploie, et puis le... Alors j'ai failli abandonner ma lecture au début à cause de l'écriture que je n'appréciais pas. D'autant plus que nous sommes dans la tête de Jeanne du début à la fin. Je peux vous dire que quand vous n'aimez pas le personnage principal et que vous êtes dans sa tête, ça m'a un peu fait penser à faire dans Court of Mist and Fury, le deuxième tome de Court of Thorns and Roses. Donc un palais d'épines et de roses, le tome 2, un palais de brume et de colère, ou de colère et de brume, je ne sais plus. J'ai abandonné ce livre parce que je ne supportais pas la narratrice. J'ai failli faire la même chose donc ici, parce que je ne supportais pas Jeanne. Juste, allez, non. Je l'ai trouvée arrogante. En plus d'être agaçante et d'être méchante et d'être odieuse. Donc vraiment pas un personnage agréable. Alors il y a des personnages que je n'aime pas et pourtant j'aime le livre. Là, juste non. Juste non. Parce que du coup, ce personnage porte des idées dans la narration. Juste, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a des réflexions qu'elle fait qui m'ont soit laissé perplexe, soit qui m'ont profondément agacée. Profondément agacée. Alors je vous donne un exemple. Elle est capable de penser de quelqu'un qui est malade, donc, qui souffre, et qui a besoin d'une drogue dont elle se sert comme médicament, comme d'un esclave de la drogue. Non mais, pardon. Mais juste non. Un esclave de la drogue. Oh, ça me fait penser au dessin animé que chronique parfois Joueur du Grenier, et où il crie drogue parce que ah mon dieu la drogue c'est mal. Oh mais non mais peut-on avoir des réflexions sérieuses 5 secondes et éviter de dire un esclave de la drogue, enfin non, bref. Donc voilà, ça m'a juste non. Donc je n'ai pas aimé l'écriture, j'ai trouvé qu'il y avait des éléments non, c'était pas c'était pas une écriture particulièrement belle, c'était une écriture où parfois il y avait des choses qui me faisaient un peu sortir de l'histoire. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que cette... Pourquoi écrit comme ça? En fait c'était un petit peu dramatique pour être dramatique et ça me plaisait pas trop du coup. Un autre élément que je n'ai pas du tout apprécié, la romance. Elle m'a profondément agacée. J'ai pas du tout aimé la façon dont elle s'insinue dans le récit. J'ai trouvé que non. Je me doutais que ça allait arriver, mais bon, c'est pas pour autant que j'étais contente de la voir. Alors, elle a potentiellement un intérêt, cette romance. Je ne dis pas qu'elle n'en a pas. Mais, non. Il y a une romance que j'ai appréciée, sur laquelle on ne se concentre pas du tout. J'étais tristesse. J'espère qu'on la verra dans le tome 2, parce que vraiment, c'est la romance qui m'intéresse. Pitié, je veux la voir. Donc, voilà. Alors, un point positif que j'ai mis en fin de chronique sur mon blog, l'auteur n'a pas peur de tuer ses personnages et d'écrire des scènes particulièrement sanglantes ou particulièrement détaillées et particulièrement violentes. Et donc voilà, je pense qu'il y a certaines scènes qui pourraient ne pas plaire parce qu'il y a des détails dont on aurait pu se passer. Notamment, il y a un moment, une scène où la narratrice mange et où on nous décrit quelque chose. Et moi, j'étais en train de lire et la narratrice est dégoûtée, elle arrête de manger et moi j'avais des hauts le cœur, donc pourquoi pas. Donc voilà, c'est pas un roman où tous les personnages vont survivre comme par magie et où tout va bien se passer, donc ça c'est déjà bien. Et la fin était vraiment suffisamment bonne pour que j'ai vraiment envie de lire le tome 2.
Mais non, mais peut-on changer de narratrice? Je sais pas, peut-on arrêter d'être dans la tête de Jeanne, s'il vous plaît? Je ne veux plus être dans sa tête, je veux être dans la tête de quelqu'un d'autre, s'il vous plaît. Donc voilà. Donc en fait, j'ai passé un super moment. Juste, il y a des choses que... Pourquoi donc voilà. Et alors, je rappelle, hein, j'ai été agacée par la romance, mais il y a un élément dont je peux pas vous parler, où je me suis dit, ah ouais, pas mal, là j'aime, là oui. Ok. Donc j'étais un petit peu perplexe avec ce roman, mais j'ai passé un bon moment. J'ai envie de lire la suite. J'espère juste que je ne vais pas retrouver le genre de une esclave de la drogue. Ou que je ne vais pas retrouver Jeanne qui sort des trucs, mais... Pitié. Pitié, changez de personnage principal. Il me reste 3 minutes pour vous parler de 6 livres. Mais oui, bien sûr, on peut y arriver. On est les meilleurs. You. Donc pour Vampiria, j'ai fait une chronique où je spoil allègrement, enfin je vous mets une section spoiler où je spoil allègrement certains éléments du livre dont j'avais besoin de parler à la fin du tome, clairement. J'ai lu ce livre en lecture commune avec Aurore et je rageais clairement sur certains éléments du roman qui m'agaçaient profondément. Et Aurore était là, oui c'est vrai, mais bon c'est bien quand même. Oui mais bon t'es un petit peu injuste. Oui clairement, je pense que j'étais un petit peu injuste avec ce livre. Il y a des éléments qui m'ont agacée particulièrement parce que voilà, mais peut-être que j'étais un peu injuste avec ce livre. En vrai, j'ai vraiment passé un moment, hein, juste, il y a des moments où je me disais, mais non, mais pourquoi? Mais c'est vrai que quand même, je crois que quand je suis arrivée à la moitié ou à un quart, je ne pouvais plus arrêter de lire ce livre, j'avais juste besoin de savoir ce qui allait se passer. J'avais envie de tuer Jeanne à chaque page, mais j'avais quand même envie d'avoir la fin. Donc j'ai vraiment hâte de lire le tome 2, qui sort bientôt d'ailleurs. Je pense que je vais le prendre et que je vais le lire, ça va être cool. J'espère. Pas de Jeanne, pitié.